Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. C'est Mister X et Sandra. Bonsoir à tous. Alors, nous avons ce soir la douleur de vous faire part de la disparition de la France dans une Europe fédérale. On va y revenir dans l'émission. Mais avant cela, je laisse la parole à Sandra pour nous parler de Madame Georges. Oui, donc Madame Georges, là, depuis, j'irais une quinzaine de jours, rencontre de grosses difficultés donc au niveau de sa comptabilité, c'est-à-dire de l'argent donc qu'elle perçoit, c'est-à-dire que je lui envoie donc régulièrement. Donc là, il faut savoir que depuis à peu près une semaine et demie, Madame Georges, on n'arrête pas de lui dire: «Oui, mais Madame Georges, vous n'avez plus d'argent». Sauf que moi, je lui en verse donc régulièrement. Et là, dernièrement, j'en ai quand même versé 2 fois la semaine dernière, une fois le lundi et une fois le jeudi. Hein, donc voilà, donc un montant de 250, un montant de 300, ce qui fait quand même 550 plus encore avant 250 et encore là 250. Donc on avoisine quand même les 1 000 € en 15 jours et on ose dire que Madame Georges n'a plus du tout d'argent. Alors moi, je lance. Oui, allez, vas-y. Moi, je dis simplement en direct que j'interpelle la responsable des SPIP. Vous savez que les SPIP, ce sont ceux qui font l'assistance sociale dans les prisons. Et donc, Madame Samira Khalifa, nous avons, nous, les documents qui prouvent les virements. Où est passé cet argent? Et moi, j'ai les preuves. Je ne vous diffame pas. Simplement, je vous interpelle en tant que responsable des SPIP pour nous dire où est passé cet argent. Voilà, Sandra.
Oui, parce qu'il faut savoir que cet argent, quand je lui envoie de l'argent, c'est pour permettre à madame Georges déjà de recharger pour qu'elle puisse nous téléphoner, en tout cas sa fille, sa famille et moi-même, nous donner des nouvelles et aussi de ce qu'ils appellent dans leur jargon cantiner. C'est-à-dire pouvoir acheter un petit peu à manger, parce que même s'ils ont à manger, ils n'ont pas grand-chose. Et généralement, c'est pas très bon. Ça lui permet aussi d'acheter, il faut le savoir, son papier WC. Parce qu'elle n'a pas de papier WC là-bas. Oui, alors en prison, ça c'est la République française, même le PQ est payant, hein. Oui, donc tout est payant, tout. Non, mais je veux dire, vous allez dans une toilette de lycée, il y a du PQ, vous allez dans les toilettes publiques, il y a du PQ, vous allez dans une toilette de gare, il y a du PQ, mais en prison, le PQ est payant. Faut le faire. Le savon aussi. Non mais Oui, oui, c'est-à-dire voilà, donc là et là, faut savoir qu'elle a quand même pas pu donc cantiner pour, cette semaine. Elle a pas pu, aussi avoir sa cantine mensuelle, où là, c'est qu'une fois par mois, et que la semaine d'avant, quand même, c'est pareil, on avait cette fois-ci même pas du tout donné les papiers aux détenus pour qu'elle puisse cantiner. Donc ça fait déjà 2 semaines, du coup, qu'elle ne peut rien du tout s'acheter. Voilà alors, et oui. madame Samira Khalifa, où est passé cet argent? Moi, je repose en direct la question. Où est passé cet argent? Voilà, c'est très grave et il y a encore fait plus grave, c'est que et là, il va falloir qu'on nous explique comment ça fonctionne, c'est qu'on dit à madame Georges: «Non, vous ne pouvez plus, vous avez plus d'argent, vous ne pouvez plus donc téléphoner, recréditer la carte de téléphone» et puis par miracle, d'un seul coup, madame Georges est recréditée de 18 € et quand la surveillante vient, elle lui dit: madame Georges, vous êtes au téléphone?» Oui, on m'a recrédité de 18 €. Je comprends pas, nous, sur notre ordinateur, ça apparaît 0. Alors, qu'est-ce Non, que mais c'est que ce trafic? voilà, donc eh beh, madame Semira Khalifa va nous expliquer et puis le chef de détention aussi et surtout le directeur de la maison d'arrêt. Ils vont nous expliquer parce que là, nous, on a les preuves des virements. Ah Donc oui, et puis en justice, ça fait très mal. Voilà, parce que nous, on voilà, prouve et il que le faut quand même aussi savoir virement a été fait. voilà, et il faut aussi savoir que pendant 2 jours, madame Georges n'a pas eu son traitement pour son embolie pulmonaire. Oui, parce qu'alors, je suppose que les traitements sont payants aussi? Alors les traitements sont pas payants, mais par contre, madame Georges pendant 2 jours n'a pas eu son traitement, donc ce qui est quand même très grave puisque c'est un traitement qu'elle doit prendre tous les jours, hein, elle peut pas l'arrêter et surtout, c'est qu'elle a été informée, mais par une autre détenue qui lui a mis le papier sous sa cellule, hein, sous la porte de sa cellule, lui a glissé, qui changeait le mode de fonctionnement, pour l'administration donc des médicaments. Maintenant, Oui. ils vont l'avoir, des médicaments donnés, 2 fois par semaine. Et ça à elle de Alors gérer, les médicaments. alors à propos des autres détenus, il paraît qu'il s'est passé quelque chose à la bibliothèque aussi. Oui, tout à fait. Madame Georges a été, victime d'un guet-apens à la bibliothèque. C'est-à-dire que donc, on lui a proposé d'aller à la bibliothèque alors que c'était pas son jour. Madame Georges, elle a accepté en se disant: «Bon, oui, moi je suis contente finalement, je vais pouvoir accéder à la bibliothèque» et arrivée là-bas, c'était des détenus avec lesquels, on sait qu'elle reçoit des menaces de mort ou qui l'ont même déjà tapée, hein. Mais, soit au Mascareron, soit à l'UHSA de Toulouse. Elle s'est retrouvée avec ces personnes-là. Et là, pas de caméra, plus de surveillante. Et là, elles ont commencé à l'insulter, bien sûr avec des propos antisémites, hein, dont je passerai là à l'antenne pour voilà, mais qui ont été très violents. Il faut savoir que Madame Georges a quand même été déjà tapée dans sa cellule hein, au mois de mai, et ça n'arrête pas. Et là, elle a senti que ça montait, ça montait. Elle a préféré partir de la bibliothèque parce qu'on s'approchait d'elle, et elle s'est dit ça y est, on va me taper dessus comme c'est déjà arrivé une première fois. Donc elle s'est dit là non, je sors, je vais pas y arriver. Elle a frappé à la porte de la bibliothèque qui était fermée, donc plus de témoins, hein, plus de caméras, plus de témoins, plus rien. Et là, les 2 surveillantes étaient derrière la porte. Elles attendaient. Voilà. Bon, CQFD, alors je profite aussi, là, on va terminer avec madame Georges, donc bien sûr, je vous engage encore une fois, on avait donné l'adresse, bien sûr, je vous engage à lui écrire, bien sûr, pour la soutenir, hein, on redonnera l'adresse. Et justement,
J'en viens, attendez voir, est-ce que c'est là? Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Voilà l'adresse. Donc, madame Tiffen-Georges, écrou 35 688, cellule 506, aux bons soins de madame Kelaïfia, responsable des SPIP, maison d'arrêt de Nîmes, 131 chemin du Bas de Guérezan à Nîmes. Et bien sûr, madame Kelaïfa Samira, dites-nous où est passé l'argent de madame Georges. Alors, moi, par contre, je profite là pour venir vers la suite de l'émission. Madame Georges est effectivement d'origine, enfin, de religion juive, et moi, je commence à m'inquiéter parce que dans nos rues de France, je commence à entendre mort aux juifs. Je reprécise que ma grand-mère a été embarquée et gazée à Auschwitz. Donc moi, mort aux juifs, je ne peux pas entendre ça. Quand j'entends ça, je me sens plus en France. Et compte tenu de ce qui va suivre immédiatement, j'ai envie de vous dire, et pour cause. Parce que nous avons la douleur, Sandra et moi, de vous annoncer la disparition de la France dans une Europe fédérale. Donc ça, c'est l'Union fédéraliste, ceux qui veulent une Europe fédérale, et le Parlement européen, enfin, la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a voté en catimini le 25 octobre un projet de révision des traités européens pour faire de l'Europe un État fédéral. Donc la France va disparaître. J'ai ici le communiqué de presse, et ce communiqué de presse qui parle de ça, je vais vous le lire intégralement, parce qu'après, je vais vous lancer un appel. Et bien sûr, comme toujours, j'envoie ces documents sur simple demande. J'ai oublié encore une fois de mettre la bannière. Là, voilà. Alors, communiqué de presse. Réforme des traités. Les députés font des propositions pour renforcer la capacité d'action de l'Union européenne. Le rapport, approuvé par la Commission des affaires constitutionnelles, constituera la contribution du Parlement à une convention pour la révision des traités de l'Union. Le rapport comprenant les projets de réforme des traités a été approuvé par les députés mercredi par 19 voix pour, 6 contre et une abstention. La résolution qui l'accompagne a été adoptée par 20 voix pour, 6 voix contre et aucune abstention. Alors, le parti de Virginie Joron n'a pas voté pour. Les députés réitèrent leur appel à modifier les traités de l'Union européenne et demandent au Conseil de soumettre immédiatement et sans délibération les propositions au Conseil européen afin qu'une convention puisse être mise en place. Donc, vous voyez déjà que le peuple, il est complètement ignoré. Les peuples sont complètement ignorés là-dedans. Des réformes institutionnelles et un mécanisme pour des référendums à l'échelle européenne. Alors écoutez bien, les députés appellent à un système plus bicaméral. Bicaméral, ça veut dire à 2 chambres, qui renforcerait le rôle du Parlement et modifierait les mécanismes de vote au sein du Conseil. L'Union serait mieux préparée à agir en augmentant considérablement le nombre de décisions prises par un vote à la majorité qualifiée et au moyen de la procédure législative ordinaire, tandis que le Parlement obtiendrait un droit d'initiative législative à part entière et deviendrait un colégislateur du budget à long terme de l'Union. Les députés demandent également le renversement des rôles actuels du Conseil et du Parlement dans l'élection du président de la Commission, qui serait rebaptisé exécutif européen. Le Parlement proposerait à l'avenir le président de la Commission et le Conseil européen l'approuverait. Donc, ce n'est pas le peuple qui va l'élire. Il propose également de permettre au président de la Commission de choisir ses membres en fonction des préférences politiques, tout en assurant un équilibre géographique et démographique. Donc, ils font toute leur sauce en catimini, et nous, le peuple, nous n'avons pas voix au chapitre. Je précise encore que notre cher Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il ne voulait pas se représenter à la présidence française, il ne peut pas, parce qu'il aurait dans l'idée de devenir le premier président de l'Europe. Le projet de rapport demande la mise en place d'un mécanisme pour des référendums à l'échelle européenne sur des questions pertinentes pour les actions et les politiques de l'Union, y compris l'approbation des propositions de réforme du traité et le renforcement des mécanismes participatifs existants. Les députés souhaitent établir
une compétence exclusive de l'Union, tenez-vous bien, en matière d'environnement, de biodiversité, c'est-à-dire aujourd'hui ça chapeaute tout, hein, l'environnement et la biodiversité, et des compétences partagées en matière de santé publique. Vous avez compris? Le Covid. De protection civile. Je ne vous avais pas dit qu'il y aurait une force européenne d'industrie et d'éducation. Bien évidemment, les standards d'éducation sexuelle à l'école sont des standards européens. Eh oui. Il propose de faire progresser les compétences partagées de l'Union dans les domaines de l'énergie, des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense extérieure. Une seule armée. De la politique des frontières extérieures dans l'espace de libre circulation, de sécurité, de justice et d'infrastructures transfrontalières. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Parce que dans le projet de rapport, ça contient aussi des propositions concernant la politique étrangère de sécurité et de défense, sanctions et décisions du vote à la majorité qualifiée sur les étapes du processus d'élargissement, ça c'est pour faire adhérer l'Ukraine, ainsi qu'une union de la défense dotée de capacités militaires. Le marché unique, l'économie et le budget, alors lutte contre les paradis fiscaux, vote à la majorité qualifiée pour les décisions fiscales, vous allez avoir un impôt européen. Période de 5 ans pour le budget à long terme, un protocole sur les avancées sociales, vous m'avez compris, l'éducation, voilà, alors c'est l'Europe qui va sexualiser vos enfants à l'école, le commerce et l'investissement, vous avez compris, la non-discrimination, élargissement de la liste des groupes vulnérables protégés, référence à l'égalité des genres dans l'ensemble des traités. Voilà. On va donner la suprématie aux LGBT. Je ne les juge pas. Simplement, je suis contre le fait que leurs pratiques deviennent la norme sociale. Le climat et l'environnement, bien évidemment. La politique énergétique, Union européenne intégrée de l'énergie. L'espace de liberté, de justice et de sécurité, compétences supplémentaires pour Europol, violences fondées sur le genre et crimes environnementaux poursuivis en vertu du droit de l'Union. Attention, pisser contre un mur, ça va devenir un crime. C'est une atteinte à l'environnement. Migration, normes minimales communes de citoyenneté, de visa, renforcement des mesures de sécurité aux frontières. Bon. Vous avez compris, il ne faut pas laisser faire ça. Alors, je vais quand même commenter le document vers une réforme des traités, puisque les fédéralistes, bien sûr, ont sorti leur bulletin. Vous savez que dans l'Europe, il y a un groupe de crânes d'œufs qui veulent une Europe fédérale. Voilà. Donc, la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a été saisie d'une proposition de résolution accompagnée par un projet détaillé de réforme des traités. Le texte est le résultat d'un compromis entre les représentants des principaux partis pro-européens au Parlement européen, gauche, Verts, socialistes, démocrates, Renew Europe et Parti populaire européen. Le parti Identité et Europe, le parti de Virginie Joron, est contre. Et donc, dès que le Parlement aura approuvé le texte, donc c'est du 20 au 23 novembre, ça. Dès que le Parlement aura approuvé le texte en plénière, le processus de révision des traités au titre de l'article 48 du traité de l'Union européenne sera formellement ouvert. Le Conseil européen sera alors appelé à convoquer par un vote à la majorité simple une convention qui rédigera des amendements au traité sur la base du texte déjà préparé par le Parlement européen. Donc le peuple, il est complètement tenu à l'écart. La proposition représente un projet extrêmement avancé de réforme fédérale de l'Union. Réforme fédérale de l'Union. Capable de fonder une véritable souveraineté européenne démocratiquement légitimée. Autrement dit, c'est bien d'un État européen dont on parle. Un résultat de cette importance a été rendu possible en grande partie grâce au débat qui a eu lieu sur la conférence sur l'avenir de l'Europe et aux conclusions auxquelles la conférence sur l'avenir de l'Europe elle-même est parvenue, que la proposition de la Commission des affaires constitutionnelles souhaite suivre. Contrairement à l'expérience du traité de 2004 introduisant une constitution pour l'Europe, le projet de réforme proposé par le Parlement européen met en place les conditions pour le développement d'un pouvoir politique européen et pour une émancipation substantielle de l'Union par rapport aux États membres. Vous m'avez compris, comme disait De Gaulle. De toute évidence, nous ne sommes qu'au début d'un processus de réforme difficile et dangereux qui se déroulera au cours des mois et probablement des années à venir.
Pour pouvoir apporter une contribution efficace et faire en sorte que cette opportunité historique ne soit pas ratée, il convient d'identifier les points les plus importants de la réforme sur lesquels nous devons être vigilants. Ces points doivent devenir la ligne rouge au-delà de laquelle il faudra rompre avec le cadre actuel et avancer avec ceux qui y sont favorables à une refondation de l'Union dans une optique fédérale. Alors, rentrons dans le détail, mes amis. Rentrons dans le détail. Bon. Rentrons dans le détail. Donc, un premier groupe de réformes vise à modifier le cadre institutionnel de l'Union en donnant un rôle plus important aux institutions à vocation supranationale, à savoir le Parlement, la Commission et la Cour de justice. Grâce à l'extension de la procédure législative ordinaire à la plupart des décisions, le Parlement exercera en permanence le rôle de codécideur politique de l'Union aux côtés du Conseil, qui devra statuer à la majorité et plus à l'unanimité. Eh oui, eh oui, oui. Un modèle essentiellement bicaméral est donc en train de se consolider. Le Parlement sera également renforcé par l'octroi du pouvoir d'initiative législative et du droit d'engager des procédures d'infraction devant la Cour de justice européenne si un État membre enfreint le droit communautaire. Donc, les États membres ne pourront plus faire ce qu'ils veulent chez eux. Non. La France N'a est plus en train d'identité. de disparaître. Parallèlement au renforcement du Parlement, il est prévu que la Commission, rebaptisée exécutif européen, arrive également à s'émanciper des États membres. Cela sera possible grâce à une réforme de la procédure de nomination de son président qui deviendra président de l'Union. C'est ce que veut être M. Macron. Ce dernier sera d'abord choisi par le Parlement, puis confirmé par une majorité au Conseil européen. L'exécutif ne comptera que 15 membres secrétaires. Alors, ça fait très camarade secrétaire général, hein, au passage. Oui. 15 membres secrétaires choisis sur une base politique par le président lui-même, en tenant compte de l'équilibre démographique et géographique. Donc, le renforcement de la Commission est également visible dans la réforme du Conseil européen qui sera composé uniquement des chefs d'État ou de gouvernement en plus du président de l'Union. Ça veut dire que le chef de l'État français va devenir une espèce de gouverneur de province au sein de l'Europe. Ce qui fait que si Marine Le Pen gagnait en 2027, ça ne changera absolument rien. La Cour de justice verra ses pouvoirs de contrôle sur les États membres renforcés. En particulier, la nouvelle procédure de l'article 7 du traité de l'Union européenne prévoit que le Conseil peut, à la majorité, dénoncer une violation de l'état de droit dans un État membre sur laquelle la Cour de justice devra se prononcer en infligeant, le cas échéant, des sanctions pécuniaires importantes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus prendre de mesures autoritaires, là, hein, sous peine d'avoir une amende de l'Europe. Ça veut dire que, par exemple, expulser un étranger, ah oui, mais non, ce n'est pas le droit de l'Union européenne, vous prenez tant de millions d'amendes. Ça veut dire que réprimer des émeutes, ah oui, mais ce n'est pas le droit européen, vous prenez tant de millions d'amendes. La Cour peut également, à l'initiative du Parlement, évaluer des recours préjudiciels sur la conformité des projets de loi avec les traités. Donc, ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale française, il y a un projet de loi. Ah oui, mais cette loi, elle ne peut pas passer parce qu'elle n'est pas conforme au traité de l'Union, elle n'est pas conforme à ce que l'Union européenne a décidé. On n'a plus de souveraineté. On n'existe plus. La France sera à conjuguer à l'imparfait. L'équilibre institutionnel de l'Union sera également modifié par l'introduction d'un référendum pan-européen qui deviendra un instrument important de la démocratie participative des citoyens dans les processus décisionnels de l'Europe. Des référendums, mais à l'échelon européen. C'est plus la France qui décide, le peuple de France qui décide de ce qu'il veut, c'est le peuple européen. Et ça veut dire que si en France, vous avez une majorité qui dit non à une question, et que vous avez la majorité des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Autrichiens, que sais-je, qui dit oui, ben, on l'a in the baba. Eh oui. Alors, l'élargissement des compétences. Donc, le deuxième groupe de réformes concerne l'extension des compétences et de l'autonomie politique de l'Union. L'Union acquérera des compétences exclusives dans le domaine de l'environnement et de la protection de la biodiversité.
Il s'agit d'une innovation très importante car la protection de l'environnement a des applications transversales sur un grand nombre d'autres politiques. Et oui, Oui, parce que sous prétexte de protéger l'environnement, eh bien, l'Europe va décider si les trains sont diesel, électriques, etc. Ou si les avions fonctionnent au kérosène ou à je ne sais quel carburant, etc. Tout. Avec l'environnement, on décide de tout. Vous aurez une police agricole européenne qui va vous dire: «Ah mais c'est pas bien, tu cultives des courgettes sur ton terrain. Non, non, tu détruis tout ça, faut cultiver, je sais pas quoi moi, des salades ou je ne sais quoi». Bon, voilà où on en est. Les compétences concurrentes dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la protection civile, de la santé et de l'éducation augmenteront également. Alors l'éducation, on comprend pourquoi, hein. oui, ils ont déjà commencé. L'Union renforcera sa politique étrangère et de défense grâce à l'extension du vote à la majorité au Conseil, donc c'est plus à l'unanimité, c'est à la majorité. En outre, un premier noyau d'union de défense sera créé par la mise en place d'unités militaires d'intervention rapide sous un commandement intégré unique. Ça, vous l'avez dans le document de Monast, il y a 30 ans. Oui, 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 oui. on va y revenir. L'extension du vote à la majorité pour l'adoption de la décision sur les ressources propres et le cadre financier pluriannuel permettra à l'Union de devenir maître de son budget, qui pourra être utilisé pour poursuivre ses objectifs et conditionner l'action des États membres par des politiques de conditionnalité à l'image de Next Generation. Vous allez avoir un impôt européen. L'introduction du vote à la majorité au Conseil pour activer la clause de flexibilité en vertu de l'article 352 fournira à l'Union une base juridique subsidiaire pour l'adoption des actes nécessaires à la poursuite de ses objectifs. Enfin, l'introduction d'une nouvelle procédure de révision du droit primaire qui ne nécessitera à l'avenir que l'approbation des 4/5 des États lors de la conférence intergouvernementale et par la suite dans le processus de ratification revêt une grande importance. En outre, si cette majorité n'est pas atteinte, il sera possible d'organiser un référendum pan-européen pour la confirmer. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Eh bien, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser partir comme ça la France. Alors, sur Agora TV, on a pris une initiative qu'on a baptisée référendum de rue. C'est simple, regardez. Alors, ça y est, est-ce que... Voilà. Oui. Donc, pour exprimer votre opinion sur le projet d'Europe fédérale, l'adresse mail est la suivante: référendumderue@gmail.com, référendum de rue sans accent et tout attaché, @gmail.com. Pour voter, écrivez un mail à cette adresse avec nom, prénom, adresse mail et en gros caractères. Pour, si vous êtes pour l'Europe fédérale, contre, si vous êtes contre. Agora TV, et c'est Sandra qui le fera, centralisera les résultats et en fera part dans l'émission Infoscopie. Le scrutin, ou consultation, est ouvert jusqu'au 15 décembre. Donc, jusqu'au 15 décembre, vous envoyez un mail là, et à cette adresse, référendumderue@gmail.com, et je compte sur vous pour exprimer une large majorité contre. On imprimera tous ces mails. On imprimera tous ces mails et on les enverra à Virginie Joron, députée européenne, mais pas que, bien sûr, hein. Et j'espère que cette adresse va crouler sous des milliers de mails, que vous allez relayer cette vidéo, parce que on ne peut pas abandonner la France. Moi, je suis français et je veux mourir français, Sandra. Ah, mais moi, je te rejoins. On ne peut pas laisser partir la France comme ça. En plus, nous, Français, on n'est même pas avisés de ce qui est en train de se jouer derrière notre dos. On va nous imposer d'un seul coup, voilà, c'est l'Europe qui va tout diriger pour nous. La France, ça va disparaître. Ça veut dire, bah, nos élections, elles auront plus de sens. Notre Parlement, bah, à quoi il va servir? Et on va avoir un gouverneur qui va être à la botte de l'Europe. Et puis, il va dire, oui, oui, amène à tout ce que va dire l'Europe. Mais est-ce qu'on va tenir compte du peuple français, de ce qu'il veut? Non.
Non, on ne peut pas laisser faire ça. Et ça s'est fait, je le répète, en catimini. Et alors ça s'est C'est-à-dire, fait très vite. Non, mais ça s'est fait très vite, je oui, voudrais expliquer pourquoi. Pourquoi ça s'est fait très vite? Pourquoi ça sort comme ça du chapeau maintenant? Parce qu'en juin 2024, il y a une élection européenne et il y a une peur panique du côté de von der Leyen que le parti de Virginie Joron, Identité démocratique, l'emporte. Pourquoi? Parce que le parti Identité démocratique est un parti issu du Rassemblement national, entre autres. Vous avez vu l'actualité à laquelle nous allons revenir. Il y a fort à parier que les gens qui iront voter en masse pour ce parti-là. Et ils ont une peur panique que ce parti-là gagne. Donc pour que, si ce parti-là gagne, ça ne serve à rien, ils sont en train de nous sortir ce projet fédéraliste du chapeau. voilà, et Qu'est-ce que personne n'est ouais. au courant. Et regardez bien, encore une nouvelle fois, si on ne vous informe pas, Agora TV n'informe pas, ce n'est pas les médias traditionnels ni la presse écrite qui va vous en parler, malheureusement. Et il y a quelqu'un là qui dit: «J'en ai parlé, il y a des gens qui tombent des nues». Ben oui, il y a des gens qui tombent des nues, forcément, puisque ce truc-là, ça s'est fait en catimini et justement, s'il y a des Agora TV ne le sort pas, qui va le sortir? Ah oui. Et surtout relayer. Enfin, moi, personnellement, quand tu m'en as avisé, la première chose que j'ai faite, c'est mais relayer l'information, de façon à ce que les gens soient avisés de ce qui se passe derrière leur dos. Alors justement, il y a quelqu'un qui écrit, Hervé Juvin aussi, il est eurodéputé, dénonce beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir, je pose une question à cette personne qui a écrit ce commentaire, est-ce que sur le site de monsieur Juvin, est-ce que monsieur Juvin a sorti ce document? C'est-à-dire vers une réforme des traités. Est-ce qu'il l'a sorti? Et faites une expérience, écrivez à monsieur Juvin en lui demandant s'il est au courant, en lui demandant ce document, vous allez voir s'il vous l'envoie. Eh, et moi, je vous dis qu'il ne vous l'enverra pas. Alors, on va redonner voilà, référendum de rue@gmail.com. Donc, pour voter, vous écrivez un mail à cette adresse avec nom, prénom, adresse mail et en gros caractères pour si vous êtes pour l'Europe fédérale, contre si vous êtes contre. Et donc, Sandra sur Agora TV centralisera les résultats et en fera part dans l'émission Infoscopie. Donc, le scrutin est ouvert jusqu'au 15 décembre et on vous donnera les résultats dans l'infoscopie qui suivra, c'est-à-dire pratiquement l'infoscopie de Noël, hein, enfin, à ce moment-là. Et je compte sur vous, sur votre vote négatif, pour leur faire un très mauvais cadeau de Noël. Parce que dites-vous bien que si on a des milliers, voire des millions de mails qui disent non, et qu'on envoie, on fait parvenir aux eurodéputés, à tout le monde, un énorme volume de mails en disant: «Ben nous, on a lancé cette initiative et il se trouve que les gens sont contre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?» Voilà. Donc il est très important, je redonne encore une troisième fois l'adresse, la voilà. Il est très important d'aller et de voter contre. De voter contre. Il faut pas, on ne peut pas abandonner la France. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, et il Vous vous faut rendez réagir compte parce que que non mais justement, il voulait que ça passe incognito et que les Français ne réagissent pas. Mais il faut réagir parce que c'est ça qui va justement les embêter. Donc, il faut montrer que nous, on veut garder notre souveraineté nationale et voter contre, mais vraiment en masse. Parce que c'est ça, justement. Ils ne veulent pas avoir l'opinion des gens parce qu'ils savent que les gens ne voudront pas. alors, vous savez, moi je suis petit-fils de déportés et de résistants. C'est-à-dire le petit-fils de quelqu'un qui a lutté pour la libération de la France. Entre nous, et avant de passer au florilège. Toi qui m'écoutes, qui a 40 ans, 50 ans, 30 ans,
20 ans pour certains. Est-ce que tu te rends compte que tu es né français et qu'avec ces choses-là, tu vas mourir européen? C'est ça que tu veux. Donc, il est important de voter contre. Alors maintenant, on va passer au florilège, parce que ça se fait aussi dans une ambiance tout à fait particulière. Ils savent à quel moment ils font ce projet d'Europe fédérale. Voici le début du florilège. Le gouvernement brésilien vient d'ajouter en douce l'injection Covid au vaccin obligatoire que doivent recevoir tous les enfants de 6 mois à 5 ans. Alors là, si vous devez faire vacciner un jeune enfant, demandez à pouvoir lire la notice du vaccin. C'est pas vrai, Sandra? Ah oui, tout à fait. Faut lire les notices parce que maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a de plus en plus quand même de voix de médecins, qui dénoncent le contenu du vaccin et qui disent: «Oui, bah, finalement, on s'est peut-être trompé, le vaccin finalement, bah, il marche pas et son Alors contenu, bah, oui, on il y a va des effets revenir, secondaires». on va revenir Hein? à ça dans la suite. Alors on continue. Le directeur du FBI avertit que la menace d'attaque du Hamas sur le sol américain est passée à un tout autre niveau. Et je cite: la réalité est que la menace terroriste a été élevée tout au long de l'année 2023, mais que la guerre en cours au Moyen-Orient a porté la menace d'une attaque contre des Américains aux États-Unis à un tout autre niveau. Une réaction, Sandra? Ah, mais moi, ça va me faire penser, ce qui s'est passé un certain 11 septembre. C'est-à-dire que là, ils mettent la limite le plus haut possible, mais je pense que là, ils craignent beaucoup, beaucoup de choses et je pense des attaques sur leur sol. Et Oui. ça, les Américains sont pas automatiquement, toujours, habitués à ce genre de situation et là, je pense qu'ils craignent énormément, Et alors énormément. surtout avec le discours ce matin de Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah. Hezbollah, ça veut dire parti de Dieu en arabe, hein, qui est le chef du Hezbollah et qui a fait un discours ce matin en disant: on va détruire Israël et on va détruire les États-Unis. Alors Oui, on parce peut que en les rire, mais États-Unis sont les alliés d'Israël, hein. vous allez voir qu'il y a eu des actes. Alors continuons. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus afficher. Si. Big Brother déchaîné. Le gouvernement britannique abolit les garanties en matière de biométrie et de surveillance en optant pour la reconnaissance faciale. Le manque d'attention porté aux garanties publiques à un moment aussi crucial est choquant, et la destruction du code des caméras de surveillance que nous utilisons avec succès depuis plus d'une décennie équivaut du vandalisme. Le Royaume-Uni est à l'avant-garde de nombreuses tendances autoritaires, numériques, qui balaient les nations ostensiblement démocratiques. Dans l'une des nombreuses ironies de notre époque, c'est le gouvernement de la Grande-Bretagne de George Orwell qui cherche à intensifier massivement son déploiement des technologies de reconnaissance faciale en direct, en dépit des inquiétudes soulevées quant à leur impact potentiel. Fin septembre, 180 groupes de défense des droits et experts en technologie ont appelé les gouvernements du monde entier à mettre fin à leur garantie. Pardon. Alors, de l'autre côté de la Manche, le Parlement européen a voté en faveur d'une interdiction générale de l'utilisation des reconnaissances faciales dans les espaces publics, tout comme certaines villes américaines. En revanche, le gouvernement britannique intensifie le déploiement de cette technologie de surveillance controversée. Le Premier ministre Rishi Sunak, gendre du milliardaire indien de la technologie Narayana Murthy, c'est pas rien, est déterminé à faire du Royaume-Uni un leader mondial de la gouvernance de l'intelligence artificielle, et pour cause, il fait travailler son beau-père. Cette gouvernance implique apparemment la suppression d'un grand nombre de garanties limitées qui protègent le public contre les inconvénients
et les dangers potentiels de l'intelligence artificielle qui sont nombreux. Ce n'est évidemment pas un hasard si le public britannique avait besoin de ces garanties. Ce serait maintenant un moment où le gouvernement déploie des technologies de reconnaissance faciale dans le paysage urbain. Comme nous l'avons signalé au début du mois d'août, la surveillance par reconnaissance faciale directe, où les visages des personnes sont scannés biométriquement par des caméras en temps réel et comparée à une base de données, est utilisée par un nombre croissant de détaillants britanniques face à une forte recrudescence des vols à l'étalage, avec la bénédiction, bien sûr, du gouvernement britannique. Bon, vous m'avez compris. Reconnaissance faciale à outrance, et vous êtes comme une mouche sur une toile d'araignée. Il est là le problème. Corruption, pandémie, programme génomique et meurtre. Wuhan travaillait sur le gain de fonction sous la supervision de l'INSERM et donc de la France. Voilà qui fera un bel hommage au professeur Montagnier qui l'avait dit dès avril 2020. Et 2 ans après, on apprend que nous n'avons pas fait que leur livrer le labo P4 de Wuhan clé en main, et que Wuhan travaillait sur le gain de fonction sous la supervision de l'INSERM et donc de la France. Ceci avec des fonds américains et français. On comprend bien le rôle de la presse et des fact-checkers qui ont fait passer les gens qui se posaient cette question dès le départ pour des complotistes et des faibles d'esprit. Je pense à toutes ces agences comme NewsGuard et le très français Conspiracy Watch. Nous aussi, on l'avait dit sur Agora. Hein. Bref, des gens comme ça, pas étonnant que presque 3 ans après, on n'ait pas avancé d'un pas, et que l'on ait beau hurler à droite et à gauche les informations américaines, demander des comptes aux Américains, à la Chine, rien n'est relayé, ou alors ce sont des articles du Parisien totalement bidonnés. Mais c'est encore plus grave que ça, et ça dépasse le cadre du Covid, puisque Raphaël Cohen vous fait ici la big picture, et on ne peut pas résumer 1 heure, hein, mais les tests PCR et le génome humain, et plusieurs programmes de recherche génomique avec des fœtus humains avortés pour faire des expériences génétiques de compatibilité interespèces. Et il indique clairement que l'utilisation de plus de 76 fœtus humains avortés pour concevoir chaque vaccin et l'implication des plus hautes autorités, on vous avait prévenu pour les vaccins. Moi, je renvoie le noble auditoire à l'émission du 25 octobre 2022, où nous avions sorti le contrat entre Pfizer et l'Union européenne, et nous avions sorti la chaîne de montage de vaccins avec ces fœtus avortés à 8 mois et demi et morts qui passaient sur un tapis roulant. Imaginez un peu, qu'est-ce qui se serait passé si l'Union européenne, à ce moment-là, avait été un État fédéral? Sandra. Ah ouais, non, mais là, ça me laisse sans voix parce qu'on nous a quand même vendu le vaccin comme étant révolutionnaire, que ça allait résoudre la pandémie. Et surtout, je me souviens des propos qui avaient été tenus quand même aussi par des journalistes sur des grandes chaînes en disant que les non-vaccinés, on était dangereux pour la France. On était quand même dangereux, nous les non-vaccinés, hein. Et qu'on était quand même des parias hein, de la société française, attention, hein. Et qu'on n'avait pas à résister. Et le pape qui disait que se faire vacciner était un geste d'amour. Oui. Alors, on continue. Bill Gates encourage la mise en place d'une carte d'identité numérique pour les nouveau-nés au Kenya. Alors que les critiques mettent en garde contre les risques de surveillance, selon le quotidien kényan Daily Post, le rôle de la fondation Bill et Melinda Gates dans l'assistance au gouvernement kényan pour le développement et le déploiement d'un programme d'identification numérique soutenu par le gouvernement a été annoncé après une récente série de réunions à huis clos avec le président kényan William Ruto. Bon. Nous allons tous devenir, si nous n'y prenons pas garde, des mouches sur des toiles d'araignée. Vos enfants, vos futurs enfants, toi qui m'écoutes, qui a 20 ans, qui veut te mettre avec un mec, avoir un enfant, ton enfant sera pucé à la naissance. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est dans ce monde-là que tu veux vivre? Sandra. Ah bah oui, là, il faut faire très attention, mais très, très attention, parce qu'en plus, Bill Gates, il ne se cache pas de le dire. Il faut marquer les gens, hein, et il parle ouvertement de la bête. Et d'éliminer la population.
Oui, parce qu'on est trop nombreux Continuons, sur Terre. Et il joue continuons. aussi sur le climat, hein. Un dirigeant maçonnique a participé à la conférence environnementale du Vatican, c'est un comble, pour promouvoir la dépopulation et le gouvernement mondial. Vous avez bien entendu. Carlos Alvarez Pereira a été invité par le Club de Rome qui, depuis sa création, est l'un des principaux promoteurs du mythe malthusien, de la surpopulation et des programmes radicaux de contrôle de la population. Mais c'est ce qui a été dit les émissions précédentes. Voilà. Et ça rejoint Bill Gates qui veut réduire la population mondiale et après mieux la contrôler. Alors, maintenant, je vais aborder un sujet extrêmement grave. Je vais vous prouver que j'avais raison de vous dire qu'il fallait faire des réserves de bouffe. Pour doper les prix, l'Arabie saoudite réduit encore sa production de pétrole. L'Irak a réduit sa production de 211 000 barils par jour. Les Émirats arabes unis ont réduit leur production de 144 000 barils par jour. L'Algérie, 48 000 barils par jour. Le Koweït, 40 000 barils. Le Royaume d'Oman, 40 000 barils par jour. Au total, les pays arabes ont réduit leur production d'1 million de barils par jour, et c'est sans compter la Russie, qui a elle aussi réduit sa production de 500 000 barils par jour. C'est une manière pour Vladimir Poutine de rester au contrôle du marché de l'énergie, de mettre la pression sur l'Occident. L'embrasement actuel du conflit au Proche-Orient va avoir de très fortes conséquences sur la France, ça va secouer. Certains m'ont écrit qu'ils craignent des tensions sociales, d'autres s'interrogent avec anxiété sur un nouveau choc pétrolier. Car la dernière fois que le Proche-Orient s'est embrasé, le monde entier a flambé. C'était en 1973. Il a fallu 10 ans pour retrouver le niveau de vie d'avant. Et en 1973, le choc pétrolier avait plongé la France dans la crise. Les pays producteurs sont déjà en train de restreindre leur production depuis plusieurs mois. Donc le Royaume d'Arabie saoudite a baissé sa production de 500 000 barils par jour. Alors que nous sommes déjà en tension énergétique depuis plusieurs mois, l'OPEP en profite pour faire monter encore plus les prix. Les producteurs de pétrole ont choisi la méthode de l'asphyxie car ils veulent nous soumettre à leur pouvoir. Bientôt, nous serons contraints d'accepter toutes leurs conditions économiques et toutes les exigences politiques. Le litre d'essence à 3 ou 4 euros, vous allez voir ça. Et c'est la raison pour laquelle Macron enchaîne les visites à l'international. Vous en voulez la preuve? En Algérie l'an dernier, pour échanger du gaz contre quelques milliers de visas étudiants. À Paris, pour recevoir en grande pompe le prince Mohammed Ben Salman, premier exportateur de pétrole au monde. En Égypte, la semaine dernière, pour rencontrer le président Abdel al-Sisi, qui contrôle le canal de Suez où 2,8 millions de barils de pétrole passent tous les jours. Son agenda est guidé par les grands producteurs d'énergie, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, en espérant qu'ils ne coupent pas le robinet. On entre dans un nouveau monde où l'énergie est une arme, et où l'énergie bon marché n'existe plus. Un véritable recette énergétique par rapport à ce que nous connaissons, bien sûr en lien avec le Forum économique mondial. Les Français paient le prix fort depuis plusieurs mois, avec de violentes hausses sur l'essence, le gaz et l'électricité, et cette hyperinflation énergétique alimente les hausses de prix sur tous nos produits du quotidien, sur nos courses, sur les services à la personne. Les réserves de bouffe, c'est maintenant. Oui. Parce qu'en janvier, vous ne pourrez plus. Voilà, et ça Sans fait moi. déjà quelques semaines que tu le dis, hein. Ah oui, c'est pas d'hier. C'est pas d'hier, donc faites vos réserves, puisque après les gens vont tous se ruer en même temps dans les magasins et il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Et là, pour l'instant, moi, j'ai encore été faire mes courses aujourd'hui. Je peux vous assurer que les gens ne s'y préparent pas, là, hein. Les gens sont très, très loin de s'imaginer, ils ne s'y préparent pas. Alors, ils ne s'y préparent pas, ils sont très loin de l'imaginer, et il faut savoir que tout augmente. On parlait de 1973. Moi, en 1973, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et j'ai connu ce choc pétrolier gamin. Vous savez qu'avec le pétrole, on fabrique les bouteilles en plastique dans lesquelles on met l'eau. Bon. Eh bien, je me souviens que mes parents avaient payé jusqu'à 50 francs à l'époque une bouteille d'eau. Et pourquoi croyez-vous là, on a appris ça aussi, attendez, pourquoi croyez-vous
que le directeur de l'ARS Occitanie, Didier Jaffre, n'est-ce pas, annonce que l'eau du robinet ne sera plus potable. Comme par hasard, il fait un mail à tous ses copains francs-maçons, préfets, etc., à ses cadres, en disant, mais il y a des pesticides, des nitrites, etc., des saloperies dans l'eau du robinet, elle est plus buvable. Il le fait à ses copains, pas au peuple. Et ça va sortir, vous verrez que ça va sortir. Pourquoi? Pour vous, ben, vous allez devoir acheter de l'eau en bouteille, parce que soi-disant, l'eau du robinet, elle est plus potable. Et en plein choc pétrolier, qu'est-ce que ça va faire? 50 € la bouteille d'eau, mais vous vous faites avoir, mes amis. Moi l'eau du robinet, je la filtre. L'eau du robinet, je la filtre. Oui. Oui, oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on fabrique tout. Ce sweatshirt, il est fabriqué avec du pétrole. Hein. Les machines à coudre, elles sont électriques. L'électricité est faite avec du pétrole. Le plastique de ma fermeture éclair, il est fait avec du pétrole. On fabrique tout. On est devenu totalement dépendant du pétrole. Le carton, à partir du bois, la pâte à papier, la pâte à carton, c'est fabriqué avec de l'énergie. Bon, eh bien, vous savez quoi? C'est l'époque des chocolats de Noël, voilà. Eh bien, cette boîte de chocolat, je l'ai payée 15 €. Ouais, mais l'année dernière, à la même époque, c'était 9 €. 6 balles de plus en un an. C'est énorme. D'accord? Donc, je veux dire qu'en janvier, vous n'allez pas pouvoir vous payer de quoi manger. Et alors, je ne parle même pas du chauffage, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Je vous l'annonce, je vous le révèle. Vous avez tous un compteur Linky. Bah. Eh bien, par le biais du compteur Linky, ils ont décidé cet hiver, en raison de l'augmentation du coût de l'énergie, vous verrez, de limiter la possibilité de se chauffer à 16 degrés dans les appartements. Ouais. D'où l'expression de M. Bruno Le Maire, quand le chauffage n'est pas assez poussé dans son bureau, il fait ici un froid de gueux. Ah oui, les gueux, ils n'ont pas le droit de se chauffer. C'est comme ça. Et alors, je ne vous dis pas ce contexte-là dans une Europe fédérale, n'est-ce pas? Dans une Europe fédérale. Pour l'amour du ciel, je redonne l'adresse, votez contre. Votez contre. Votez contre. Et puis, dernier slide, la guerre s'est officiellement étendue au-delà de la Terre Sainte. Parce que les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, les rebelles Houthis qui sont au Yémen, eh bien, ils ont tiré un missile balistique en direction d'Israël et ils vont en tirer d'autres. Donc cette guerre, elle s'étend. Elle s'étend partout. Et plus elle va s'étendre, plus les prix vont monter. Est-ce que vous allez accepter de choisir entre vous nourrir et vous chauffer, entre vous vêtir et vous chauffer? Alors, avant de conclure cette émission, je laisse à Sandra le soin de faire sa conclusion. Eh ben, moi, ma conclusion, ça rejoint, mais voter en masse contre ce projet d'Europe fédérale. Parce que dites-vous bien que nos préoccupations qu'on va avoir en France, la hausse du chauffage, le fait de voir baisser à 16 degrés, que les prix vont augmenter, mais après, nos voix, notre parole, elle sera plus entendue, puisque tout sera dilué au niveau de l'Europe. Et si les autres pays acceptent et que nous, on n'accepte pas, mais on pourra faire ce qu'on veut, on pourra aller manifester dans les rues, notre voix ne sera plus entendue. Et Voilà. j'ajoute, oui, mais j'ajoute, parce que c'est très important, qu'ils pourront nous dire, mais de quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez? Quand il y a eu la parole, on vous a dit que l'Europe allait être fédérale, vous n'avez pas protesté. Quand on a baissé les Linky à 16 degrés, vous n'avez pas protesté, vous n'avez rien dit. Pourquoi vous venez vous plaindre maintenant? Donc,
comme le dit Sandra, voter contre. Un dernier mot, Sandra? Oui, c'est surtout c'est vraiment important, faut qu'on garde notre souveraineté et vraiment j'insiste parce que vous rendez enfin, surtout les jeunes, je pense que vous vous rendez pas compte de l'importance que ça peut avoir après dans votre vie. Là, on a encore la possibilité d'élire notre président, d'élire du moins nos députés. Mais après, vous aurez plus d'élection. Vous voyez bien, l'Europe le fait en catimini derrière votre dos. On parle du peuple européen là? Non, on n'en parle absolument pas. Donc, on va passer à la trappe. Il y a quelqu'un qui écrit là. Si ce traité sur l'Union européenne venait à se faire, c'est là qu'il y aura le bruit de bottes dans nos rues. Ben, mon cher ami ou ma chère amie, parce que moi je vois Facebook user, hein, mon cher ami ou ma chère amie, pour qu'il n'y ait pas le fait qu'il y ait ou non des bruits de bottes dans la rue, ça t'appartient. Va tout de suite sur l'adresse mail et vote contre. Tout à fait. On a encore la possibilité d'actionner puisqu'ils voulaient le faire en secret. Hein. Mais ça, on connaît bien le passage, c'est toujours en secret. Mais là, vous êtes avertis. Donc, vous avez encore la main. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir et voter en masse. Chers résistants, cette émission vous aura encore démontré, s'il en était besoin, que le plan du nouvel ordre mondial est inexorablement à l'œuvre. Le choc pétrolier qui se prépare et dont nous sentirons les effets en janvier 2024 sera dévastateur pour notre économie et va nous amener une inflation comme jamais vue. L'Europe est en train de devenir un État au détriment de notre nation française et de toutes les nations du continent. Il est vital de dire non à ce fédéralisme qui va manger notre souveraineté et de voter contre comme exprimé dans cette émission. Et je remets l'adresse mail, pour ce faire. Pour ce qui me concerne, je suis français et je mourrai français. Il n'est pas étonnant que la clique mondialiste maçonnique veuille gommer la France de son histoire. La France était, ne l'oublions jamais, la fille aînée de l'Église. La France doit demeurer et nous comptons sur vous pour ne pas l'abandonner. Je suis obligé ce soir, devant cette menace de disparition de mon pays, de faire à nouveau résonner la question que Jean-Paul II posait à Reims en 1985. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Plus explicitement, que sommes-nous en train de laisser faire de notre pays? Nous n'avons pas le droit d'abandonner la France. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Nous vous retrouverons vendredi prochain, sauf capsule de résistance, nous nous retrouverons vendredi prochain pour Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et je dédie ce générique final à Rafi, qui l'adore et qui l'a créé. Et je dis à Rafi, courage mon frère, t'es un type bien, tu vas t'en sortir.
tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant tu deviens gênant. Dans ton désespoir il reste un peu d'espoir, celui de voir les gens s'emparer mon bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. En lisant ton journal, tu marchais un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.